Cette semaine, dans le balado, notre solitude est bousculée, notre passé nous rattrape et on trouve l'amour dans d'intenses conditions. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut. Mais peut-être qu'on devrait tous faire ça, chercher l'amour dans d'intenses conditions. Ouais. Comme ça, tu le sais si c'est solide. Si c'est le vrai amour, effectivement. Mais il y a peut-être après un risque de s'ennuyer. Là. Tu sais, les histoires de justement, c'est un peu ça. Là, c'est avec un tueur, mais quand c'est de la romance là, dans un périple international, là, style Indiana Jones pis ces affaires-là, on doit s'imaginer qu'après, quand il rentre à la maison, il faut OK, fait que finalement, toi, si tu fais pas ça, t'écoutes la télé puis tu manges des alphabets puis c'est plate à mort. Ou dans des îles paradisiaques. Oui, voilà. Pensons, c'était quoi là, le film de Ticket to Paradise, là, récemment, avec Clooney puis... Julia Roberts. C'est ça. Ils revenaient ensemble, à la fin. Ça, c'était un couple qui s'était séparé. Mais probablement que tout de suite après le retour, ça ne remarchera plus quand ils vont arriver dans leur condo à New York. Des bonnes chances. Froid. Donc, c'est la fin de semaine avant la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin tombe un vendredi. Mais vous allez voir c'est le week-end du Super Bowl. Aussi, c'est ça. Donc, des alternatives pour ceux qui sont peut-être moins intéressés par le football. Mais en même temps, on a des drôles de choix pour peut-être les couples ou des amoureux qui veulent faire une sortie cinéma, parce que justement, on n'a pas de comédie romantique traditionnelle. Non, pas traditionnelle, on tombe dans d'autres créneaux. Mais avant de parler de tout ça, un petit tour... Mais c'est drôle. Oui. On y reviendra. Tu sais, il n'y a pas toujours des films de Saint-Valentin. Comme on dit, il y a souvent une comédie romantique qui sort autour de la Saint-Valentin. Mais là, c'est vraiment cette année 2 films thématiques où... Ça se passe le 14 février. Ouais, puis je sais pas pour vous, mais moi, je sens pas la frénésie de la Saint-Valentin dans la ville et dans les commerces à ce point-là. Là. Je pense que ça doit être très américain. Ou c'est pour la blague des films. Entretenir le mythe. Mais j'aimerais ça quand même, aux États-Unis, ça doit être un peu plus commercial qu'ici, parce que les autres, évidemment, monétisent tout. Fait que... Ouais, tu sais, on connaît plus les boîtes de chocolat, les cartes Hallmark et ces affaires-là, mais rentrer au Tim Hortons puis qu'il soit décoré en Saint-Valentin, là, je suis pas certain. Bref. On sera sous le thème de l'amour aujourd'hui. Donc, petit tour d'actu cette semaine très, très tranquille. Mais pour les amateurs de Ari Aster, on avait déjà évoqué qu'il était sur un nouveau projet. Qu'était-ce? C'était un western noir contemporain, comédie noire, donc un genre de mash-up qui avait quand même une bonne distribution. Là. Joaquin Phoenix, qui joue justement un shérif qui aspire à une meilleure vie. Pedro Pascal, Emma Stone et Austin Butler. Mais on a annoncé pas de date de sortie officielle, mais la période pour laquelle le film sortira. Fait que ça va être à l'été, quand même, cet été. Fait que c'est A24 qui est derrière aussi le cet projet. Été 2025? 2025, oui. Ah bon? OK. Je pensais que c'était un projet de 26 et dans plus longtemps. Je crois que le tournage a été fait. C'est Eddington. Qui peut-être que c'est cette petite ville-là du Nouveau-Mexique. C'est le personnage, je sais pas, on verra bien. Parce que tout ça demeure très mystérieux, évidemment, vu que c'est Ari Aster. Mais on va pouvoir quand même découvrir ce nouveau film plus tôt que tard. Puis d'ailleurs, la rumeur dit qu'il va être présenté à Cannes. Il sera parmi la sélection au mois de mai. Et ce sera une première visite pour lui sur la Croisette, quand même. Aucun de ses films a été présenté là-bas. Écoute, c'est vraiment tout. Allons-y pour les bandes annonces. Quand même 2 gros morceaux là, de la période estivale qui se sont dévoilés. Ouais, dont une, c'était concept parce que c'est sorti le 4 février. Pour une gang de 4 camarades aux pouvoirs interstellaires. Fantastic Four, First Steps. Je ne sais pas s'ils vont le traduire par pas de bébé. Premier pas, je pense. J'imagine. Commandite Pampers sur le film. Fait que le grand retour des 4 fantastiques qui sont comme des favoris, des chouchous quand même, des amateurs de bande dessinée, je crois. Et parce que c'était pas pour rien que c'est dans les premiers films qu'on avait vus au début des années 2000 là, du côté de Fox. Et là, quand Disney a repris les droits, comme on en parle souvent, ça a pris du temps. On avait eu un petit caméo de Mr. Fantastic. Dans le dernier... Doctor Strange, exactement. Dans le multivers. De John Krasinski, parce qu'il était dans les rumeurs de dire il ferait tellement un bon, parce qu'il l'a fait, mais dans le fond, juste pour cet univers-là, finalement. Ouais, c'est ça. Et fait que j'ai oublié, c'est Pedro Pascal, justement, qui est dans tous les projets.
Qui fait Monsieur Fantastique. J'ai comme un blanc Vanessa Kirby, qui fait la femme invisible, quand même. Et qu'on reverra dans Mission Impossible cet été, sans doute. John Quinn, qui fait le Johnny Jack Storm. Quinn. Je pense que c'est Jack ou John. Je pense que c'est Jack Quinn. Bref. Qui fait l'homme torche de Human Torch. Puis là, j'ai oublié son nom, mais c'est le comédien qui est dans la série The Bear, mais qui a un nom assez difficile à prononcer. D'accord. Qui joue The Thing, la chose, qui va être fait de manière digitale, numérique, comme le Hulk, finalement, de procéder à la même technologie. Puis qui sort bien, honnêtement, j'ai trouvé, dans l'image. Fait une bande-annonce quand même cryptique, c'est-à-dire qu'on nous présente les gens, leurs relations, puis on connaît la sauce Marvel, et en fait, peu importe ce genre de blockbuster-là, on va voir encore 2-3 bandes-annonces d'ici la sortie du film. C'est clair. Ça a l'air d'être Galactus, le méchant. On voit une ombre. Oui. Mais on voit même pas la fameuse Silver Surfer. Je pense qu'on se le garde pour plus tard, probablement pour la bande-annonce qui va être collée sur les Thunderbolts au mois de mai. Moi, j'ai l'impression qu'on se garde pour ça. Ouais. Fait que ça amène au jeu de quelle bande-annonce avec... en fait, on peut parler de la seconde bande-annonce qui a été... T'avais-tu d'autres choses à dire sur oui, juste dire... ce qui est intéressant, en tout cas, de ce qu'on comprend, c'est que ce film-là se passe dans un autre multivers, donc n'est pas dans le monde qu'on connaît des films. Il y a un numéro. Oui, c'est ça. Puis, 8, c'est-tu juste 8? Je me rappelle pas. Puis ça se passe dans les années 60, dans un monde un peu rétro-futuriste. Fait que visuellement... Je pense que ça va être intéressant, ça va être rafraîchissant de voir cet univers-là. Puis pour les fins connaisseurs des 4 Fantastiques, on voit le petit robot Herbie, là, qui est comme un petit robot mal aimé pour certains des lecteurs des 4 Fantastiques, qui est un peu sujet de risée, mais qui est apprécié par d'autres. Fait que je pense qu'on va vraiment se coller à l'univers des BD des 4 Fantastiques des années 60. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis là, c'est le fun d'avoir aussi Galactus, de ce qu'on peut voir par l'ombre qu'on voit... plus sous sa forme traditionnelle, parce qu'on se souvient dans le deuxième film de la mouture de Fox, comme un nuage. Là, c'était vraiment comme... un peu comme dans le 5e élément, finalement. Ouais, c'est quelque chose de très décevant. Là. Fait que je pense qu'on va faire plaisir aux fans et ramener son look très classique. Alors ça va prendre l'affiche le 25 juillet. Voilà. Et plus tôt ce mois de juillet, le 2 juillet, Jurassic World Rebirth, qu'on a lancé depuis quelques temps avec de Gareth Evans et avec Scarlett Johansson, Mahershala Ali, puis l'autre beau garçon dont le nom est Jonathan Bailey. Oui, exactement, c'est ça. Qui a l'air très cool parce que... T'es-tu hype parce que toi, t'aimes Oui, mais je me garde une petite gêne. J'ai toujours peur de trop m'emporter puis d'être déçu. Ça reste un blockbuster. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'affaires arrangées avec le gars des vues et tout, qui fait que c'est pas un film qui va être surprenant. Il faut juste qu'il soit excitant. Ouais. Ce que j'aime bien, encore même raison débile, on va retourner sur Isla Munar ou l'autre île pour aller chercher de l'ADN puis des affaires comme ça. Ouais. Mais ça a l'air quasiment d'un genre de heist movie, un film de braquage, un film juste de in and out d'aventure. On n'est plus dans la construction du parc. Ce qu'on ne saisit pas trop dans bande-annonce, puis peut-être, je ne sais même pas si on va l'explorer dans le film, c'est qu'on est en continuité de l'univers. Oui, ça se déroule 5 ans après. Fait que là, normalement, il y a des dinosaures un petit peu partout. Oui. Mais pourtant, on cherche à retourner à la source. De ce qu'on comprend, c'est que les dinosaures se meurent, donc la cohabitation avec les animaux ne marche pas. Okay. Et il semble avoir un virus qui frappe l'humanité ou quelque chose. Et donc, en allant extraire l'ADN des 3 espèces les plus menaçantes, là, parce qu'évidemment, ça va pas être juste un dinosaure cute, inoffensif. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils doivent les trouver sur cette île-là. Bon. OK. Fait que voilà. Mais ça... on touche les cibles, la fibre émotionnelle du premier film en retournant, parce qu'on voit le vieux laboratoire de tout ça, de John Hammond et compagnie. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand même David Koepp, donc qui avait scénarisé l'original et la suite aussi de Lost World, qui revient à l'écriture de ce scénario-là, à la demande de Steven Spielberg, d'ailleurs. C'est lui qui avait demandé de revenir. Et quand le casting avait été quand même annoncé, on était un peu surpris par Scarlett Johansson, puis c'est sorti il y a quelques jours lors d'un entretien qu'elle est vraiment une fan finie de la franchise et elle a un peu harcelé Spielberg pour qu'elle soit dedans. J'avoue qu'il y avait un nouveau film, elle disait à ses agents, je vais être dans le film. Puis là, finalement, elle aura cette chance-là. C'est ça, on discutait, c'est vrai, il y a quelques jours, puis c'est vrai que des fois, on oublie que
ce sont des humains aussi, là. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez eux puis ils écoutent des films ou peut-être qu'ils vont au cinéma ou pas. Ou qu'ils ont grandi avec des films. C'est ça, exactement. Fait qu'elle aussi, elle a dû être comme nous. Elle doit avoir à peu près mon âge aussi, là, fin trentaine, début quarantaine, je sais plus. Fait que, elle a été marquée par ça. Puis comme, en tant qu'actrice, j'aimerais ça être dans le projet, puis etc. Fait que je trouve ça drôle. Ça rappelle comme il y a quelques temps quand... Catherine Brunet nous disait que c'était ça. Quand elle avait appris qu'il y avait un film de Faradar, elle était comme, j'ai tellement aimé le court-métrage, il faut que je sois dedans, je veux jouer n'importe quoi, je peux être un caméo, mais il faut que j'y participe au projet, tu sais. Fait que ça arrive même aux États-Unis, finalement, tout à fait. La passion du cinéma. Et ça débarque, c'était le 2 juillet. 2 juillet. Pour l'America. Ouais, fait semaine du 4 janvier. 4 juillet. 4 juillet, oui, 4 janvier. Effectivement. Un autre petit truc, ouais. C'est pas tout à fait une bande-annonce, mais c'était une révélation vidéo. Anaconda. Ils ont annoncé un genre de remake, dans le fond, de Anaconda, là, ce fameux film d'aventure avec un serpent géant qui a marqué les esprits dans les années 90. Va sortir le 25 décembre 2025, donc en contre-programmation à Avatar. On va voir. Ils vont faire ça vite, là, parce que c'est même pas encore tourné ou sur le point 2. Je ne sais pas si, dans le fond, ils ne seraient pas tournés, c'est juste qu'ils ont... Ils ont tout gardé ça secret, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Où ils vont... mais ils ont fait la révélation du casting. Je veux dire, ils ne sont pas obligés de révéler le casting avant de le tourner ou quoi que ce soit. Ou peut-être qu'ils sont littéralement en train de tourner puis ils utilisent bien l'information qu'ils veulent, là. Mais, bon, de base, j'aurais dit, déjà qu'il en avait fait 3, puis à la fin, c'était des straight-to vidéo, puis des affaires comme ça. Mais là, c'est quand même un bon casting, là. Jack Black, Paul Rudd, Selton Mayo, qui est le Brésilien qui est dans Je suis toujours là, qu'on a parlé la semaine dernière, là, donc un grand comédien. Tandy Newton. Fait que l'histoire est pas trop connue, mais on voit un peu déjà leur personnage, que c'est... Il y a un vidéaste de mariage, puis des choses comme ça. Fait que je sais pas si c'est un genre de lune de miel qui va tourner au vinaigre ou un setup. Pas une lune de miel, mais plutôt un setup de demande en mariage ou je sais pas quoi. Là. On n'en sait rien. C'est le réalisateur qui avait fait Unbearable Weight of Massive Talent, Tom Gormican. Ouais, avec il peut s'amuser un ton comique à tout ça. Là, effectivement, c'est sûr que tu ne mets pas Jack Black et Paul Rudd pour faire juste un film d'horreur premier degré, là. Je pense qu'on va être un peu dans l'amusement de tout ça maintenant. Peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que le premier Anaconda, quand ils l'ont fait, il visait sérieux, mais que la réaction a quand même été un peu drôle, là. John Boyd, il joue 110% dans ce film-là, fait que ça clash un peu avec... C'était-tu Ice Cube? Je pense que c'était Ice Cube. Puis il y avait Jennifer Lopez aussi. Voilà. Puis Owen Wilson était là aussi. Et tout. Fait que, ça devenait un peu ridicule des fois, mais c'est quand même un bon... C'est un peu un So Bad It's Good, le premier. C'est un classique. Voilà. Mais là, quasiment le jeu, j'ai repensé. C'est le Super Bowl. Fait quelle bande-annonce tu penses qui va être dévoilée? Parce que ça, c'est 2 gros candidats que... Peut-être qu'ils vont remettre des versions de 30 secondes, évidemment. Assurément, là, mais je sais pas, à ce moment-là, c'est dur de penser. C'est quoi les films qui ont... Lilo et Stitch, probablement? J'imagine à date, que on a juste eu un petit teaser, fait que ça pourrait être... Il va y avoir Thunderbolts, j'imagine aussi de Marvel. Je pense une nouvelle bande-annonce, parce qu'il y en avait déjà eu. Oui, c'est ça. Je sais pas s'ils vont aller jusqu'à l'été. Mission Impossible? C'est impossible, ça pourrait être possible, effectivement. Ça pourrait être possible. Le fameux jeu, qu'est-ce que tu penses sera la première publicité du Super Bowl? Ça va être une pub de cinéma, une pub de bière, une pub de char? Probablement de bière, j'imagine. Tu fais-tu ces poules-là, toi, des fois? Non, mais moi, j'écoute souvent le Super Bowl avec les mêmes amis. Fait qu'on fait toujours ces questions. Très détaillées. C'est parce que pour que tout le monde participe, si on mettait juste des questions de football, c'est un peu quelle équipe va marquer le premier touché, puis qui va mener après la mi-temps, puis etc. Mais il y a ces affaires-là. Mais à chaque fois, il y a un peu une... On dirait que ça fait partie de l'aventure de s'ostiner sur c'est laquelle la première pub. Ouais. Parce qu'il y a le début du match, mais le début du match, pas le début de l'événement. Là. Il y a juste le coin toss quand il tire au sort, qui choisit quel côté, puis tu as le botté d'envoi. Fait que là, des fois, il y a des publicités entre ces segments-là. Fait que, bref. Mais souvent, je pense que nous, on dit que c'est après le coin toss. À partir du moment où ils ont tourné... Que la game est prête à jouer. Ouais, là, c'est la première publicité. Même si le ballon n'est pas lancé, c'est là. Puis c'est pas non plus les émissions d'avant-match. Non, moi, j'écoute ça, Roger, de mon côté.
En solitude, en solitaire. Le désavantage aussi, c'est que tu te fais pas surprendre par un menu de bouffe. Tu sais, comme tout le monde amène des affaires panées, ben là, tu sais, hey, quelqu'un a amené ça, là, tu sais tout qu'est-ce qu'il y a. À moins que ta conjointe te fasse des surprises. Ah non, j'avais des doigts de fromage. Elle s'en va coûter les choses de son bar. Ben, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Je sais pas s'il va y avoir une comédie romantique à sa hauteur, de ses goûts en fin de semaine. Des films étrangers. On aime bien le cinéma international. Voilà. Bon, ben, il y a... on en a parlé la semaine dernière. Je suis toujours là, qui bat son plein en nomination meilleur film international, qui sort plus large cette semaine, mais écoutez l'épisode de la semaine dernière pour avoir notre avis et nos comparables. Oui, parce que quand même une semaine assez costaude, encore beaucoup de films qui prennent l'affiche. Voilà, gros film québécois d'entrée de jeu, Ville et Misérable de Jean-François Leblanc, un premier long métrage pour lui, mais un habitué des courts-métrages, pas ses premiers pas derrière la caméra, comme on dit. Vous avez sûrement vu des publicités à gauche puis à droite avec Fabien Cloutier, Pierre-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé, mais aussi Alexis Martin, Chantal Fontaine, des gens très talentueux, des gens très drôles aussi. Qu'est-ce que c'est Ville et Misérable? Avant tout, c'est une adaptation du roman graphique de la bande dessinée de Samuel Quentin, qui ici coécrit le scénario avec Jean-François Leblanc. On suit Lucien Ville, qui est un libraire de livres usagés, mais surtout un démon très misanthrope, donc qui vit dans la solitude. On explique dans le film un peu qu'est-ce qu'il fait là sur Terre, mais ça fait des centaines d'années qu'il est là, presque 400 ans. Et soudainement, parce que la librairie va s'agrandir, il se fait coller un apprenti libraire, tout droit sorti de l'école des libraires. Bien sûr. Joué par Pierre-Luc Funk. Et bien là, ils sont un peu en opposition, ou en fait, c'est plutôt Lucien que sa vie se voit chamboulée par... Il résiste au changement. Et à tout ça s'ajoute le fait que Lucien, dans les particularités de sa vie de démon, peut se reproduire qu'une seule fois par année, donc avoir une relation sexuelle, et c'est le jour de la marmotte, qui avait lieu le week-end dernier, en fait. Et ils vont être mêlés à eux dans un commerce aussi de trafic de livres usagés volés. Voilà, fait que vous comprenez que c'est... On baigne dans l'absurde. C'est dans l'absurde, exactement. Qui a un côté très... justement... irréel à tout ça. Les livres usagés ont une grande valeur. Les commerces de livres sont dans des concessionnaires automobiles. Ça a toujours été comme ça, puis c'est très logique. Mais ça fait une guerre entre les vendeurs d'auto, les vendeurs de livres. Les autres foleries. Le fait qu'il y a des démons, ceux qui en ont côtoyé sont habitués, mais d'autres gens font comme moi, je n'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu. Lucien n'est pas le seul, mais il n'a pas 100 000. On comprend qu'il y en a une centaine à peu près. Oui, c'est ça. Ça donne qu'il y en a au moins 2 à Montréal, puisqu'il va croiser Anne-Élisabeth Bossé, qui joue une démone, elle aussi. Fait que les démons ont des genres comme homme-femme, les deux sexes, comme ça se doit. C'est ça. C'est pour reprendre à l'actualité. C'est pas du tout les propos du film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Patrick? Ben oui, écoute, moi, j'avais bien hâte lorsqu'ils avaient annoncé ce projet-là. J'étais un grand fan de BD à la base et j'avais bien apprécié celle de Samuel Quentin, Ville et Misérable. Faut dire que la bande dessinée est quand même plus trash aussi, là. Et plus trash dans ses blagues très grivoises. Mais ce qui est surprenant, c'est un roman graphique pour ça. Non, je comprends, effectivement. Oui, on voit des pénis en érection. C'est pas une bande dessinée pour les jeunes. Même ados, mais c'est une BD 18 ans et plus. Mais dans la bande dessinée, il y a moins d'histoires. C'est plus des petites fenêtres. C'est très anecdotique. Exactement, un genre de 3-4 mini-histoires avec ça, la pression d'arriver au jour de la marmotte, le libraire, mais il n'y a pas cette grande aventure de livres usagés, de vol de livres usagés et tout. Fait qu'on a vraiment... On a parti de la prémisse des personnages, du contexte dans lequel ils baignent pour ajouter une trame narrative. Et sur ce point, je trouve que c'est bien réussi. On parle vraiment d'un travail d'adaptation. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve qu'ils ont bien développé, ils ont bien transposé l'univers de la BD à celui du grand écran. Puis écoute, un casting quand même très sympathique. Fabien Cloutier et Pierre-Luc Funk, qui jouaient pour la première fois à l'écran, passent très très bien. On sent le plaisir qu'ils ont à faire le film, c'est évident. Et toute la troupe qui les entoure aussi, parce qu'effectivement, Chantal Fontaine, Alexis Martin, ils ont des personnages très colorés.
Fait que ça prenait quand même des comédiens game d'aller dans ces zones-là. Fait que si vous aimez ce type d'humour-là, un peu à la Claude Meunier, on navigue là-dedans. De l'absurde, mais campé dans un monde très réel. Oui, c'est pas nécessairement Quentin Dupieux où les gens sont absurdes, non, c'est plus ça. la situation, mettons. Ouais. Mais je pense que tous les fans des appendices, même aussi, de François Pérusse, ce genre d'affaires, ce genre d'humour. Oui, puis c'est punché aussi. Je trouve que les dialogues sont vraiment fun. Il y a vraiment des bonnes lignes que vous allez rire, honnêtement. Là. Et on le comparait un petit peu peut-être à Faradar d'un certain point de vue au terme de un média qui était quand même mythique puis apprécié, qui a enfin droit, après plusieurs années de travail, à une adaptation avec le cinéma de genre, comme on dit. Mais qui a, si vous n'êtes pas réfractaire à ça, c'est 100% accessible comme film. Là. Donc, c'est ça. Le film est beaucoup plus grand public que la bande dessinée l'est, tout à fait. Puis, écoute, c'est un humour très bon enfant. Qui peut paraître... la comparaison, je dirais, est bonne aussi avec Faradar, où c'est quand même un film au budget limité, mais c'est bien fait. L'argent est à l'écran. C'est le concessionnaire, ça, c'est intéressant. Visuellement, il y a des choses intéressantes, même si on sent que c'est à petite échelle, mais on n'y échappe pas parce qu'on a les budgets qu'on a. Mais fait que je trouvais vraiment sincère. Je trouve que Jean-François Leblanc, pour un premier film, démontre quand même un certain flair pour la comédie, assurément. Des bons jeux de caméra, quand même, pas des fois... c'est timide, si on veut, mais là, je trouve qu'il se permet de pas en mettre plus que ce que le film a besoin, mais d'avoir une certaine inventivité. Puis, il mentionnait aussi que c'est presque tous des effets pratiques. Oui. Même la séquence où... parce que comme Lucien, son habit son look de démon, ça a l'air d'être un petit costume du Pharmaprix. C'est ça, la joke. Fait qu'à un moment donné, on lui tire sur la joue, puis toute la joue étire, puis c'est un effet pratique. Ils ont comme moulé son visage, puis c'est ça, c'est du practical effect. Oui, puis même sa queue de démon qui va bouger aussi, donc que ce soit tenu par des poids ou des marionnettistes lorsqu'elle bouge plus. Fait que, non, c'est assez louable de revenir à ce genre de cinéma-là. Puis il faut dire que c'est un film... Puis il faut saluer le travail de Jean-François et sa persévérance, tout comme Samuel, parce que le film a pris comme 7-8 ans à financer. Fait que ça a été de longue haleine. Puis finalement, il voit enfin le jour. Fait que vous avez le goût de légèreté, vous amuser, de rire un peu. Vie les Misérables fait vraiment le boulot à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, si vous en apprenez plus sur le film... Oui, fidèle à nous-mêmes, quand on a des bons films québécois, ça nous fait plaisir de discuter avec l'équipe. Fait qu'on a reach out, on est allé, puis on a dit on veut parler au plus de monde possible. Alors, on a discuté en premier temps avec Jean-François Leblanc et Samuel Quentin par rapport à tout ce processus-là d'adaptation, le tournage, aussi des fois le regard de Samuel qui a écrit un média, qu'après c'est adapté dans un média différent, mais que lui, il n'est pas réel. Fait que est-ce que tu es capable de laisser ça aller et comment tu te places dans tout ce projet-là? T'sais? Et ensuite, avec Fabien et Pierre-Luc, de leur chimie qui était même en entrevue, ils n'étaient pas tannés d'être ensemble, clairement pas. Voilà, j'aurais aimé ça. Ça fait un épisode 100% masculin, là, mais c'est la vie des fois des Anne-Elisabeth ou Chantal qui ont des rôles plus minimes. Ils font pas la tournée médiatique du film. T'sais. Moi, j'ai un petit caméo de Guillaume Girard que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si c'est un caméo. Moi, je trouve que oui, parce que je le connais, mais pour certains... caméo, c'est quand la personne est connue. Éric Boulian aussi, même principe. Avec en deux draps, quand même. Guillaume s'est fait connaître beaucoup plus. Je pense, d'après moi, je pense qu'ils n'ont pas eu un processus d'audition. Là. On n'a pas parlé de cette scène-là, mais c'est sûr que Jean-François, il l'a choisi pour qui il est et tout. Peut-être que Éric est là aussi en caméo à un certain point, Éric Boulian, puis probablement que c'est parce que Éric scénarise, il est aussi acteur, pas dans ce film-là, mais peut-être qu'ils se sont échangés des conseils de scénarisation. D'humour, on parlait de Faradar, il est lié à ça aussi. Fait que oui, je pense pas que c'est... En tout cas, à mon œil, c'est des caméos aussi, mais pour le grand public, je sais pas. Là. C'est pas Roy Dupuis non plus. Là. Il est aussi beau, mais pas aussi connu. Bref, avant que je dise des choses que je vais regretter, prochain film. Je sais plus, tu voulais aller où dans ton introduction et tout? Allons-y avec un peu d'action et d'amour. Donc, Love Hurts de Jonathan Eusebio. Oui, puis juste mentionner que
En tout cas, nous, on enregistre le vendredi. L'entrevue, on l'a fait jeudi soir. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui va être monté, dans quel ordre, mais en tout cas, ça se peut que vous nous écoutiez puis que l'entrevue rentre juste lundi là, à suivre, mais ça s'en vient, je l'oublie pas. Lovers de Jonathan Eusebio, qui est un ancien coordonnateur de combat, c'est la famille, dans le fond, de 87 North, de David Leitch, qui était à la base derrière les John Wick, puis Atomic Blonde par après, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est cette gang-là, des anciens cascadeurs, coordonnateurs de combat qui sont devenus des producteurs puis des réalisateurs, etc. Fait que vous vous en doutez. Donc, c'est un film de baston et de coups de pied incroyables. L'amour fait mal au Québec et ça met en vedette Ke Huy Quan. Et c'est la renaissance de Ke Huy Quan qui est au charisme incroyable et à sa bonhomie, puis il est tellement sympathique et tout que tout le monde voudrait être son ami, clair. Exactement. Fait qu'il avait gagné un Oscar de meilleur acteur de soutien pour Everything, Everywhere, All at Once. C'est ça, je me souviens plus comment ça commençait. Et qu'on a connu quand il était jeune, l'enfant acteur disparu, revenu au cinéma. Fait que là, il y a un premier rôle et c'est tant mieux pour lui. On retrouve aussi Ariana DeBose, Daniel Wu, Sean Astin, un habitué des caméos, justement, et des deuxièmes rôles. Mais là, c'est comme une réunion des Goonies, parce qu'on a notre Data, puis on a c'est Mickey. Vrai, je suis pas un grand connaisseur des Goonies, mais oui. Marshawn Lynch aussi, l'ancien footballeur qu'on voit dans des comédies. T'es en train de se faire tranquillement un petit chemin vers le cinéma, là. Ouais, puis là, il joue un rôle de thug, fait que ça y fait très bien, ça lui colle à la peau. On suit Ke Huy Quan, qui est un agent immobilier ultra sympathique qui fait des biscuits trop smart avec tout le monde, qui est quand même en compétition dans le secteur, mais qui est très gentil, très avenant, comme on l'imagine être lui-même, finalement. Mais il va recevoir une drôle de lettre en ces temps de la Saint-Valentin, car dans ce film-là aussi, tout est décoré avec des cœurs rouges et roses. Qui va faire ressurgir, en fait, son passé d'espèce de tueur à gages ou d'homme de main, qu'on comprend qu'il avait fait une manigance avec le personnage d'Ariana DeBose pour lui permettre de s'évader Et lui, par la suite, a comme sorti du monde de la criminalité, puis c'est un peu caché, entre guillemets, mais en étant un prolifique vendeur de maisons. En fait, au moins de refaire sa vie, de quitter ce monde-là. Ouais. Exactement, mais monde qu'il partageait avec son frère biologique. Voilà. Fait que là, le fait que Ariana DeBose revienne dans le portrait vient tout brasser cette soupe-là puis faire plusieurs éclaboussures. Parce qu'elle cherche à faire justice. Voilà, évidemment. C'est ça, plutôt que juste vivre en cavale, elle veut pouvoir assumer pleinement sa vie et aussi reprendre la part de son dû. Reprendre sa part, reprendre son dû. Moi, j'ai comme mixé ces deux choses-là. Scène de bataille très impressionnante dans ce film-là. Il faut le souligner, c'est la force du film. Et voilà, clin d'œil aussi, je pense, au cinéma asiatique, du fait qu'on utilise beaucoup des systèmes de câbles là, qui fait qu'un coup de pied peut te projeter à 4 mètres plus loin. Alors que c'est pas des super-héros, c'est juste comme... Il était extrêmement fort dans la bataille. Ce qui est quand même drôle parce qu'en plus, Ke Huy Quan n'a pas particulièrement une énorme shape, si on peut dire, là, contrairement aux Chris Evans et Chris Hemsworth qui nous ont habitués à ça. C'est pour ça que je trouve que ça fait aussi clin d'œil au film de Jackie Chan parce qu'il y a un peu la shape, la forme de Jackie Chan aussi qui n'est pas énorme. Et il va prendre beaucoup d'objets du quotidien aussi dans les scènes de combat. Fait que je trouve que c'est une belle lettre d'amour à ce cinéma-là. Il se retrouve souvent dans ces maisons il y a des maisons presque vides qui essaient de vendre. Ou dans son bureau ou tout ça. Fait que, écoute, c'est vraiment un divertissement très léger. On réinvente pas la roue. Personnage assez des archétypes. Mais les scènes d'action, pour moi, fait que j'ai vraiment eu du plaisir. On a réussi un peu à se réinventer de ce côté-là. À un moment donné aussi, on a des scènes d'action du point de vue de l'intérieur d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur. Ça, fait que, visuellement, c'est quand même assez très dynamique, bien porté par des comédiens qui sont sympathiques. Mais tu sais, c'est sûr que... C'est sans prétention, c'est ça, vraiment. Là, ça dure 90 minutes. C'est ça. C'est ce que c'est. On découvre les problèmes, on règle les problèmes. Fin du film, on trouve l'amour. Mais ce qui est le fun, parce que cette compagnie-là, quand même réussi. Dernièrement, ils avaient fait l'an dernier de Fall Guy. Avant ça, que j'avais noté d'autres. Bullet Train aussi, tout ça. Fait que quand même, ils font des films d'action vraiment efficaces, mais un genre qu'on voyait plus. Tu sais, c'est beaucoup associé aux films d'action des années 80-90. Fait que je trouve ça le fun, périodiquement,
de revenir à ce genre de cinéma-là qui avait un peu disparu dans les années 2000. Puis, ce qui est très drôle, parce que le film aussi se déroule au Wisconsin, à Milwaukee. Puis le 14 février. 14 février, il a l'air faire super beau. Mais en fait, ça a même été tourné à Winnipeg. Ah ouais, okay. Clairement pas à l'hiver. Non, ça a l'air vraiment d'être genre au mois de mai. Là. Ouais, genre. C'est très printemps. Là. Fait que, mais c'est quand même que Winnipeg, je ne sais pas d'où ça débarque. Ça va être Toronto, Vancouver, Montréal à la limite. Mais écoute, crédit d'impôt, je sais pas trop. Puis il y avait besoin de rues tranquilles pour faire leur truc. Puis ou peut-être parce que Winnipeg ressemble vraiment à Milwaukee, je sais pas. Ouais, je sais pas à quel point il y a une... C'est pas une ville emblématique, non, Milwaukee, mais c'est une banlieue en plus, c'est assez générique. Mais ça fonctionne très bien pour un vendeur de maisons qui vend des maisons une après l'autre. Puis le film, justement, n'aurait pas besoin d'être à New York, à Manhattan. Là, ça n'a pas rapport. Il faut être en banlieue. Fait que rendu là, tu nommes de quoi de random. Je trouve ça juste bizarre, tant que ça, il aurait pu prendre de quoi plus au sud. Parce que là, je regardais par curiosité, il fait moins 15 aujourd'hui au Wisconsin. Oui, puis ça peut être très bien en Arizona ou dans ce coin-là. Fait, en tout cas, drôle de choix pour ça. Ou peut-être que leur but, c'était de tourner au Canada, puis ils se sont dit, là, on peut pas faire à croire qu'on est à Phoenix si on tourne à Winnipeg. Ça, c'est sûr qu'il y a moins de palmiers. Alors, allons dans le cinéma d'horreur, justement. Oui, mais toujours dans l'amour. Dans l'amour, Heart Eyes de Josh Rubin. Oui, Yeux en cœur au Québec. C'est la naissance d'un nouveau tueur en série. Voilà, qui sévit depuis plusieurs Saint-Valentin, alors qu'on était habitué d'avoir des tueurs, dans les films, évidemment, là, autour de l'Halloween, autour de Noël. Saint-Valentin, il y en a déjà eu, Ma Bloody Valentine et autres films, mais on revient à ce classique peut-être. Fait qu'à chaque année, il n'arrive pas vraiment à le pogner, mais il y a des jeunes couples là, qui font aller... qui laissent place à leurs ébats dans des voitures, dans des dates à gauche puis à droite, qui se font surprendre par le tueur Heart Eyes. Et qui déménagent d'endroits aussi. Fait que c'est ça, mais là, ils se promènent exactement. Ouais. On comprend qu'il y a eu du Boston, du Philadelphie. Mais là, on était à Seattle, ville que j'aimerais bien visiter d'ailleurs. Mais j'irai pas en couple à ce moment-là. Oui, c'était mieux. Donc, le film se déroule pas mal toute la journée de la Saint-Valentin jusqu'au petit matin, là, d'une certaine façon, toute la soirée, toute la nuit. On suit une publicitaire pour une compagnie de diamants que ça va pas très bien ni dans ses amours, ni dans sa job, parce que la dernière campagne de pub qu'elle a faite est vraiment mal reçue. Et le nouveau collègue là, qui est amené pour un peu aider à rétablir la situation, ça donne qu'il est très charismatique, très beau, très gentil, qui arrive à un drôle de timing. Mm-hmm. Il a l'air même assez séducteur. Serait-il un suspect? Serait-il un suspect? Parce que les gens sont quand même méfiants du fameux retour du Heart Eyes Killer. Mais fait que là, ils vont se faire... prendre par le Heart Eyes comme un couple, alors qu'ils sont pas un couple, ils sont juste en souper d'affaires. Puis, fait que là, ils se retrouvent en chasse un peu toute la nuit, puis essayer de se faire aider par des détectives, mais ils commencent à avoir des copycats du tueur aussi, alors commencent à voir qui est le vrai, qui est le faux. La grande question autour du film était, avant même d'aller le voir, et on va répondre à cette question, c'est-tu un film d'horreur ou c'est quoi exactement? Mais moi, je pense que la première qualité du film... Le premier qualificatif, c'est que c'est une comédie romantique d'horreur. Ouais. Imaginez un film Hallmark qui rencontre Scream. Ouais. Mais que le réal a aussi trippé sur Eli Roth, sur Thanksgiving, sur ses affaires. C'est un peu graphique par moment quand Exactement. même. Ouais. Fait que le film se moque un peu de ces clichés du genre de la comédie romantique, de courir à l'aéroport. Là, je suis pas d'accord, mais finalement, je suis d'accord. Puis là, tu vas tomber en amour. Puis le beau gars parfait, la belle fille que ça va pas bien son travail, devrait se ressourcer. T'sais, tout ça est au cœur du film, mais on comprend qu'il y a un double sens à se moquer de ces clichés-là. Surtout du fait qu'ils sont, à ce moment-là, pas vraiment un couple, mais qu'ils se retrouvent pourchassés par ce tueur qui cherche des couples. Voilà. Il y avait aussi au générique des deux détectives, Jordana Brewster de la série Fast and Furious et Devon Sawa, que toi, tu ne replaçais pas, mais ça a marqué ma jeunesse. Casper, puis il y a un autre film de vie sauvage, puis il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Là. Je pense que c'est quelqu'un de quand même relativement sympathique, mais que... Il a peut-être eu la grosse tête à m'amener, puis comme plusieurs, sa carrière, une fois qu'il a passé
23 ans, ça marchait plus. Fait qu'il a joué dans des daubes pas mal aussi, mais content de voir. Il y a depuis quelques années, on l'a revu dans quelques films. Puis il y a aussi Mason Gooding ou générique qui fait partie c'est ça, j'ai nommé personne, c'est vrai. La nouvelle trilogie de Scream. Ouais, le frère jumeau. Ouais, c'est ça. Puis en fait, j'avais jamais réalisé, mais c'est le fils de Cuba Gooding Jr. Ah, ben voilà. Voilà. Puis Olivia Holt, que je ne connaissais pas, qui vient beaucoup plus de la télévision, mais qui fait un bon job aussi dans le rôle principal. Honnêtement, le casting se peut, puis ils ont de belles chimies entre eux. Puis je t'avais parlé, j'avais l'impression dans le ton, le film faisait penser à Happy Death Day, pour ceux qui ont peut-être vu, que moi j'avais beaucoup apprécié, qui avait été réalisé par Christopher Landon et qui est un des scénaristes du film et producteur. Donc je pense que c'est pour ça que je sais qu'il y avait un lien à un moment donné que c'était avec le film, puis ça vient par lui. Voilà, c'était pas le réel, mais c'était à l'écriture. Effectivement. Donc ça peut vous donner une petite idée aussi dans ce ton-là d'humour qu'on y retrouve. Mais quand même, c'est ça. Quelques scènes assez graphiques qui peuvent détonner. Ouais, ben Josh Ruben, le réal aussi, avait travaillé sur... C'est un peu méconnu, mais Werewolves Within, comme un peu les loups-garous à l'intérieur, qui était une adaptation d'un jeu vidéo. OK. Qui avait aussi ce ton-là, un problème, essayer de trouver qui est le loup-garou dans la ville. Là. Un petit peu comme le loup-garou de Tierce-Lieu, ces choses-là. Là, puis avec le côté comique au travers. Là. Très comédie d'horreur. J'ai trouvé ça très efficace. Comme film, j'ai vraiment apprécié, comme on dit, sans prétention, mais... Oui, il faut suspendre la logique un peu comme tous ces films-là, puis après ça, si vous embarquez dans la ride, c'est bien fait. C'est peut-être le nouveau niveau, c'est-à-dire que le film, tu sais, il est un peu méta, mais il accuse pas le fait d'être méta. Ça a tellement été peut-être brûlé que là, tranquillement, on veut se calmer de ça. Ouais. Ce que, justement, Scream faisait à l'époque, avait été le pionnier à faire ça, le gars du club vidéo qui call les shots avant qu'elles arrivent pour vrai. Ben là, t'arrives plus dans ton visionnement, on les connaît, les clichés de la rom-com, puis on nous les présente, mais les personnages eux-mêmes l'accusent pas. C'est ça que je dis, ce côté-là que je pense que le public est tanné, là. Que je sais pas si le nouveau Scream, s'il finit par arriver, va avoir passé à autre chose ou continuer à le garder. C'est un peu ça. Je sais pas. Tu as fait autre chose à ajouter? Y a-t-il des fun facts? Non, écoute, non. Malheureusement, ce genre de truc-là, c'est difficile d'avoir de l'info à ce niveau-là, mais restons un peu dans le domaine de l'horreur avec le prochain film, parce que ça a vraiment marqué quand même une actrice. Oui, ça a marqué son parcours de vie. Maria de Jessica Paloud. Oui, c'est ça. Une histoire horrifique, mais c'est pas un film d'horreur, c'est un drame biographique qui raconte la vie, ou du moins un moment très rough de Maria Schneider, qui était une espèce de très jeune comédienne, là, mettons. Qui débutait pratiquement. Comme 17-18 ans. Là, elle avait 18 ans ou 19 ans au moment du tournage. Et elle a joué dans le mythique film Le Dernier Tango à Paris, Last Tango in Paris, de... Bernardo Bertolucci. Oui, voilà, c'est ça, l'italien. Et elle partageait la vedette avec, pas Matt Dillon, mais Marlon Brando. Quand même, faut dire. Là, pour elle, ça devait être quelque chose. Oui, c'est ça. Puis il était déjà une vedette à ce moment-là, Brando, bien établi. Puis la particularité du film, c'est qu'il y a une scène de viol un peu dans le film, mais pour donner du réalisme à tout ça, il l'avait pas vraiment prévenu que ça se passerait comme ça. C'est pas un... Comment dire? Il y a pas... c'est pas un spoiler parce que tout le monde... Non, c'est ça, mais c'est pas un viol avec pénétration puis tout, mais c'est une simulation. C'est une simulation, mais ils l'ont quand même surpris avec genre l'utilisation de produits laitiers. Oui, c'est ça. Pas pour mettre sur les toasts. Non, voilà, pas pour... oui, voilà. Fait que ce qu'on comprend ici, c'est ce qu'on présente dans le film, c'est un peu son ascension, qu'elle voulait rentrer dans le monde du cinéma comme actrice. Puis elle a eu ça, mais ça l'a comme marqué à jamais, même si plein de monde disait passe à autre chose, mais c'est comme mais c'est trop weird. Fait que là, elle va sombrer dans des difficultés avec juste ses relations avec les autres, avec la consommation, voilà, etc. Fait que bien qu'elle va quand même continuer à tourner un peu dans les années 70, avoir un peu des up and down, mais sa carrière n'aura jamais eu
l'ampleur, malheureusement, là, peut-être, suite à ça. Puis aussi, c'est une des premières personnes à avoir dénoncé cette agression-là, mais à cette époque-là, c'était un boys club. On n'écoutait pas les comédiennes, donc c'était ferme ta gueule, puis sois heureuse d'avoir eu ce rôle-là, puis la notoriété que ça a donné, parce que le film a connu un grand succès quand même, planétaire aussi. Oui, puis le fait que ça fait... En tout cas, c'est que ça fait partie du processus du tournage, fait qu'on... C'est complètement... Oui, exactement. Fait que c'est malhonnête et tout, mais après ça, comme tu dis, c'est pas hors écran ou quelque chose comme ça, c'est dedans. Fait que là, c'est pour ça que les gens, je pense, préféraient ne pas en parler que savoir ça. Mais dans ce temps-là, les gens n'en parlaient pas et à la limite célébraient, parce que Roman Polanski était pris dans le même tourment où lui, c'était en dehors, où il avait violé une ado de 14 ans. Ouais, c'est pour ça qu'il se promène partout. Qui avait fui les États-Unis là, pour éviter d'aller à la cour, mais il a été salué longtemps comme un grand génie, malgré tout ça. Fait que il y avait ce regard-là, c'était comme « Ah, c'est des artistes, on les laisse aller », même si là, c'était pas une... On s'entend, c'est un différent type d'agression, mais normalement, ça n'aurait pas dû jamais arriver comme ça. Oui, c'est ça. Fait que sa mère vedette, Anna Maria Bartolomei, qui est une excellente actrice, une vedette montante en Europe dans le cinéma français. Elle était dans Le Comte de Monte-Cristo cet été. Dans le film de Charles de Gaulle, une des grandes productions qu'on attend cette année. Fait que c'est, en France... on sent que elle est rendue big, là. Tout le monde se l'arrache. Elle doit être nommée, je n'ai pas regardé au César pour ce rôle-là, ou c'était... Je crois que oui. Ouais, de mémoire, là, je ne mettrais pas ma fond au film, mais il me semble que oui. Il y a aussi au générique Matt Dillon qui incarne Marlon Brando. Il est très ressemblant, c'est fou. Oui, quand même. Mais on n'aurait pas pensé à lui. Puis en même temps, il est ressemblant, mais c'est pas une caricature non plus de Brando. Fait que je trouve qu'ils ont bien réussi à créer ce personnage-là, parce que c'est toujours risqué. Ouais, c'est ça, un peu. Ce qui dégage dans le film, là, voilà. Yvan Attal, Marie Gillin, ton ancien coup de cœur. Oui, écoute, évidemment, ça sursaute toujours, parce que c'est quand même plus tranquille là, dans les dernières années, elle tourne beaucoup moins, fait que chaque fois, nécessairement, on vieillit dans la vie, là, fait que c'est toujours un petit... Pour moi, là, toujours... c'est le Marie Gillin de l'époque de l'APA et tout ça, mais bref, j'étais content de la revoir. Ça toujours, voilà. Apprécier le film encore plus, mais quand même, Anna Maria Bartolomei, il faut dire qu'elle est vraiment incroyable. Elle porte le film sur ses épaules et tout, là, c'est ça. Puis il y a aussi ce concept qui est... là, c'est parce que c'est problématique, mais j'aime toujours ça, un film dans un film. Là. Oui. Pas comme un camion dans un camion, ça. Ça fait référence à Ville et Misérable, mais fait qu'on voit un peu l'envers du décor. Là, dans ce cas-là, oui, c'est une catastrophe, mais tu vois la prémisse de ça, que c'est un tournage d'un film qui a l'air très unique, là, un huis clos à 2 personnes dans un appartement et tout, de relations... passionnelles pendant quelques semaines. C'est ça, c'est un peu le... dans Casablanca, ce qui pourrait se passer quand ils se rencontrent à New York, version un peu trash, là, voilà. Il faut dire que c'est bien reconstitué, cette scène-là aussi. Puis là, on parle d'un film quand même qui se déroule au début des années 70. Fait c'est 72, 72 effectivement. Fait que je trouve que toute la direction artistique de Maria est bien réussie, tant de recréer les décors et tout ça de la Tango in Paris, mais en général aussi la direction photo. Esthétiquement, on a vraiment l'impression que le film aurait pu être tourné à ce moment-là, je trouve. Oui, effectivement, 100%. Voilà. Fait que ça demeure très niché là, comme sujet, mais c'est un film quand même d'une grande qualité. Fait que si l'histoire du cinéma vous intéresse, ou vous voulez en connaître un peu plus, ou vous connaissez un peu cette histoire, vous voulez plonger là-dedans, c'est vraiment un film d'une grande qualité. Puis j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer la réalisatrice et la comédienne Jessica Palud et Anna Maria. Donc, Papier s'en vient, un entretien va paraître au courant de la semaine prochaine avec elle. C'était super intéressant de leur jaser. D'autant plus que Jessica, en fait, elle avait été stagiaire sur le tournage de Dreamers de Bernardo Bertolucci. OK. Fait qu'elle connaît bien le personnage. Et en fait, le film est né d'une biographie qui est sortie par la cousine de Maria Schneider, Vanessa. Je pense qu'il était sorti en 2015-2016. On voit un peu dans le film. Oui, à un moment donné, oui, c'est ça. Fait qu'elle, en lisant ça, évidemment, ça a ravivé un peu tout ce qu'elle avait été témoin, parce que ces comportements-là de certains hommes perdure encore aujourd'hui, ou jusqu'à tout récemment quand même, une dizaine d'années. Fait que ça l'a secoué profondément et ça lui a donné le goût de vouloir porter ça à l'écran, effectivement. Fait qu'il avait l'air d'être un sacré personnage, Bertolucci. Ah là là.
Voilà pour cette semaine. Il y a d'autres sorties un peu, mais là, j'en ai pas eu le temps à découvrir ou quoi que ce soit, et c'est plus niché. Fait que désolé si on vous aide pas dans ces sorties-là. Ça conclut donc ce balado. La semaine prochaine, ce sera la Saint-Valentin, le 14 février. Paddington au Pérou, qui troisième volet de la saga cinéma du jeune ourson. Est-ce qu'il saura-t-il répéter le charme du mythique deuxième, qui est vu comme le meilleur film peut-être de tous les temps? Un film parfait, si on veut. Et le grand retour de Marvel après une pause de plusieurs mois, Captain America Brave New World. Et on mentionnait d'entrée de jeu, on a parlé des Fantastic Four, et là, des Thunderbolts. Fait que c'est le début d'une grosse année pour Marvel, qui revient à 3-4 films. Et le début quand même d'Harrison Ford dans l'univers Marvel. Voilà. Qui va jouer le Hulk rouge, le Red Hulk. Il remplace un comédien qui est décédé. William Hurt, qui jouait le général Ross. Donc on va avoir des liens avec le premier... Hulk qui mettait en vedette Edward Norton, parce que Liv Tyler revient aussi. Ah, c'est ça. En Betty Ross. Puis ben là, c'est Sam Wilson. Sam Wilson, le Faucon, qui est capitaine Faucon, en tout cas. Le Faucon, je mélange avec F-Zero, là. Falcon Punch, quand on joue Et un beau film français aussi à découvrir en fanfare, que j'ai bien hâte de vous en parler pour ceux qui aiment les comédies dramatiques françaises. Là. Oui, qui est, si jamais vous voyez la bande-annonce, elle est comme un peu singulière. C'est un film que j'aurais de la misère à faire une bande-annonce, parce qu'il se passe plusieurs événements dans le fil narratif qui suit tranquillement cette histoire de deux frères retrouvés avec de la musique, avec des greffes, avec etc. La position, la classe sociale, etc. Pour nous contacter, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour rester à l'affût des nouveaux articles, parce que puisqu'il y a 4 publications par année du magazine, il y a encore plus d'articles et d'entrevues que Patrick fait sur le site. Et donc voilà, visitez monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon ciné, bon popcorn, puis petit avis comme ça. Gardez toujours une paille sur vous, ça pourrait vous sauver la vie. C'est pas juste pour la pollution.